Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Nous avons pas mal de news cette semaine-ci, notamment le fait que apparemment Amazon Alexa ferait perdre 10 milliards de dollars cette année-ci à Amazon, ce qui est énorme. Franchement, je ne comprends même pas à quel point ça peut être à ce point-là. Pourtant, ça paraît populaire quand même. Peut-être pas le plus populaire, mais suffisamment populaire pour faire de l'argent. Vous avez aussi des news au niveau des processeurs qui continuent de baisser prix, en tout cas chez AMD. Donc ça, c'est plutôt cool. Nous avons aussi des news au niveau du fait que Intel fait des CPU avec DLC, littéralement, un petit peu comme BMW avec leur siège chauffant, vous allez le voir. Et nous avons aussi SLS qui a finalement été lancé. Ça, bon, techniquement, j'aurais dû en parler dans le dernier Texama Show, mais voilà. Et d'autres news en tout genre. Vous avez une table de matière dans la description ainsi que sur la barre de lecture, donc n'hésitez pas à regarder. Et aussi, je vous affiche comme d'habitude les informations placement de produits que vous aurez maintenant sur chaque vidéo, hein. Je rappelle, bon là, il n'y a rien. C'est non, 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 non. Il n'y a même pas de lien affiliate, donc voilà, il y a rien. Et à mon avis, il n'y aura rien jusqu'à 2023 parce que maintenant que Black Friday est passé, il y a pas beaucoup de marques qui font de pub. Ah, il y en a quelques-unes des fois qui font des pubs à la fin d'année, mais bien souvent, ça s'arrête à Black Friday puis il n'y a plus rien. Et janvier non plus, il n'y a pas beaucoup de pubs, donc on verra bien. Dans tous les cas, passons aux news de la semaine. Donc la plus grosse news de la semaine, ou plutôt la semaine dernière, vu que cet épisode sortira lundi, c'est le fait que Amazon Alexa est juste un énorme fail parce que ça pourrait perdre à Amazon jusqu'à 10 milliards cette année. Pas 10 milliards au total depuis sa création, 10 milliards cette année-ci, ce qui est énorme comme argent. Franchement, je ne comprends pas à quel point quelque chose qui peut paraître genre Amazon Alexa, c'est peut-être pas l'assistant le plus populaire, mais vous voyez souvent des gens quand même avec, quoi, avec des appareils éco. Même moi, j'en ai acheté à la maison parce que je trouvais ça sympathique. C'est peut-être pas le meilleur assistant, mais je trouvais que c'était celui qui permet de mieux contrôler les trucs intelligents dans une maison. Et j'aimais pas trop Google, par exemple, parce que je trouvais que voilà, Google, il y avait un peu trop de superflu des fois, et je voulais juste un truc qui marche bien. Et il y a pas mal de gens quand même qui ont acheté des trucs Alexa, ou en tout cas Echo, et pourtant, yep, 10 milliards de pertes. Donc c'est la division Alexa en particulier, donc l'assistant vocal Alexa qui ferait perdre de l'argent. Donc pas forcément la division Echo, pour ceux qui se demandent. Et aussi Amazon prévoirait apparemment d'éliminer, c'est peut-être pas la bonne traduction, de supprimer 10 000 postes. Déjà, je ne savais même pas qu'il y avait autant de personnes qui travaillaient sur Amazon Alexa chez Amazon. Genre, c'est énorme, 10 000 jobs. Et il en restera toujours. Donc, ça c'est le truc qui m'étonne le plus au final. Et donc, oui, les pertes sont juste énormes. Il y a des gens qui on va dire, ont des théories comme sur les pertes justement, comme quoi peut-être c'est dû au fait que si vous regardez en fait, Amazon semble être très agressif sur le fait d'intégrer Alexa partout et peut-être qu'ils payent justement beaucoup de marques pour mettre des trucs, des fonctionnalités Alexa et c'est peut-être pour ça qu'ils ont perdu de l'argent parce que 10 000 personnes c'est beaucoup de personnes mais je ne crois pas que ce soit ces 10 000 personnes qui causent une aussi grosse perte. Il doit y avoir quelque chose derrière forcément. Euh, il y a du coup aussi le débat sur est-ce que du coup les assistants vocaux vont continuer d'exister? Parce que Alexa était considéré comme l'un des plus grands assistants vocaux après Google, certainement. Pour moi, vraiment, je dirais Google en premier, puis vous avez Alexa en deuxième, et puis en troisième, vous auriez Siri, mais juste parce qu'il y a beaucoup d'iPhone, mais c'est clairement pas le meilleur. Et puis peut-être en quatrième, vous auriez Bixby, et puis finalement Cortana, pour ceux qui utilisent Cortana. Il doit en avoir d'autres aussi d'ailleurs, mais je m'en souviens pas des autres, honnêtement. Et Google, pour moi, est certainement le plus gros, mais Alexa, pour moi, était le deuxième, quoi. Et ça m'étonne à quel point ils ont fait autant de pertes, quoi. L'un des autres problèmes aussi, c'est le fait que c'est très dur de monétiser Alexa. Genre, vous pouvez pas vraiment dire «Oh, je vais éviter de trigger votre Alexa chez vous, donc je vais juste donner le... Je vais dire maintenant, je sais pas moi, Toto, c'est un exemple, voilà. Alexa s'appelle Toto maintenant, ok? Donc je vais faire «Oh, Toto, quel est le temps aujourd'hui?» Mais Toto va pas être en mode «Oh, il fait 22 degrés aujourd'hui avec du soleil. Au fait, n'hésitez pas à télécharger dès maintenant» et puis faire une pub, quoi. Enfin, ce serait pas normal. Ce serait très bizarre. Les gens ne voudraient pas des pubs comme ça chez eux. Donc, c'est certainement aussi pour ça que ils ont tant de pertes, en fait. Parce qu'il y a aucun moyen de monétiser. Le seul moyen de monétiser, ce serait via du hardware. Et le seul hardware qu'ils vendent, c'est tous les appareils Echo. Et là, les appareils Echo,
mais des fois, ils les vendent vraiment pas cher. Genre, quand vous avez justement le Black Friday, ils les vendent genre à plus de moins 50% pour que les gens les achètent forcément, quoi. Et maintenant, les gens savent aussi que Amazon fait des énormes promotions lors du Black Friday. Donc, à mon avis, il y a des gens forcément qui en achètent hors promotion, mais il y a des gens qui doivent attendre des promotions avant de peut-être en racheter ou autre. Donc, tout ça doit contribuer au fait que c'est pas très populaire, en fait. Et puis le fait qu'ils ont aussi 10 000 personnes au minimum. Parce que là, ils vont supprimer 10 000 jobs, mais il y en a beaucoup plus. 10 000 personnes qui travaillent dessus, ça fait aussi quand même beaucoup de salaire, même si encore une fois, ça ne donne pas 10 milliards à la fin de l'année, à part s'ils ont des méga salaires. Ils sont très bien payés. Donc tout ça contribue au fait que, en fait, oui, il y a un énorme problème. Là, pour Ars Technica a aussi un point assez important, c'est est-ce que tous les assistants vocaux sont destinés à être une perte comme ça aussi? Et c'est un sujet assez intéressant parce que même chose avec Google, ils peuvent pas monétiser Google en fait. Peut-être que si Google je sais pas moi, vous référence un restaurant, il pourrait récupérer de l'argent peut-être d'une manière comme ça, parce qu'il vous fait de la pub pour ce restaurant. C'est le seul truc que je vois. Donc en réalité, c'est compliqué. Le seul endroit où ils peuvent vraiment faire de l'argent, c'est sur les appareils. Maintenant, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de faire de l'argent en réalité sur les assistants? Parce que les assistants aussi sont une énorme mine de données. Et ces données sont très précieuses. C'est même considéré comme la nouvelle ressource de l'âge digital, en fait. Vous aviez le pétrole, vous aviez d'autres ressources comme ça. Maintenant, l'une des ressources les plus importantes serait les données des utilisateurs. Et par exemple, à mon avis, Google considère que même si notre assistant rapporte pas de l'argent, on récupère tellement de données derrière, ça en vaut la peine. Et peut-être que c'est dû à ça que c'est peut-être la différence avec Google ici, c'est que Amazon peut-être n'arrive pas à utiliser correctement ces données pour faire de l'argent quelque part. Donc, ce sera intéressant de voir. Mais bon, peut-être que oui, un assistant n'est pas censé faire de l'argent. Peut-être que l'assistant est juste censé fournir un service qui garde les gens chez vous, en fait. Donc, on verra bien. Il y a d'autres assistants qui continuent d'exister. Peut-être qu'ils vont être arrêtés parce que justement, ils sont pas très populaires. Je pense notamment à Cortana ou Bixby, hein, qui voilà, ont de la peine. Vous avez aussi, honnêtement, Siri qui a énormément de peine. Siri sait faire certaines choses assez bien, et puis il y a d'autres choses juste pas très bien. Et puis Siri est un peu coincé dans l'écosystème Apple, donc si vous sortez un peu de l'écosystème Apple, c'est fini. Autre petite news rapide, j'en profite. Je vous rappelle que je fais une série sur la chaîne RTBF XP. C'est une série tech qui, selon moi, est très intéressante. Et l'un des derniers épisodes qu'on a fait, qui a pas mal plu aux gens, au final, c'était le fait de réduire sa facture d'électricité en faisant des petites astuces qui sont souvent données sur le web. Par exemple, oh, ne laissez pas en veille, ou oh, éteignez ci, éteignez ça. On a aussi essayé d'éteindre, par exemple, le RGB, voir ce que ça donne. Et genre, je m'attendais pas à ce que ça consomme autant le RGB dans un PC. Et puis, on a aussi des petites astuces au niveau quand vous faites tourner un jeu vidéo. Franchement, c'est une bonne vidéo. Je pense que c'est l'une des meilleures qu'on a fait. Et du coup, je vous invite à aller la voir. Et du coup, aussi regarder peut-être à la série On n'est pas des Yankees. Un truc qu'il faut savoir avec RTBF, c'est la chaîne nationale belge. Hein. Donc, c'est payé par l'État belge. Ils n'ont pas le droit de faire de pub non plus, enfin de mettre des pubs sur leurs vidéos. Donc, leur monétisation YouTube n'est pas activée. Donc, si vous détestez les pubs YouTube, il n'y en a aucune sur cette chaîne, littéralement. Et ça veut dire aussi qu'ils pêchent au niveau de l'algorithme. Parce que si vous n'avez pas la monétisation activée sur YouTube, Google ou YouTube vous met en avant moins, en fait. Parce qu'ils ne se font pas d'argent. Donc, voilà. Je trouvais ça assez étonnant au final. Mais ma foi, si vous voulez pas de pub sur YouTube, ça peut être une série. Et ça sort tous les vendredis, je rappelle. On a un épisode tous les vendredis. On teste un petit peu de tout, donc ça varie énormément d'un épisode à l'autre. Mais je pense qu'on commence à bien cerner ce que les gens aiment, en fait. C'est quand même différent aussi de ce que vous avez sur la chaîne ici, parce que là, c'est plus qualitatif, parce qu'il y a une vraie équipe de production derrière. Il y a genre un caméraman, il y a une sorte de directeur qui nous dirige un petit peu, ou en tout cas qui nous aide. Et aussi, on a 2 présentateurs, donc il y a toujours moi et un des 2 présentateurs de chez French Hardware. Donc c'est, selon moi, assez intéressant, n'hésitez pas à regarder, ça vaut la peine. Ensuite, nous avons SLS qui a finalement été lancé. C'est arrivé du coup après je ne sais combien d'annulations un matin. C'était genre à 8h du mat que ça s'est lancé, donc j'ai pas fait de live, c'était un petit peu trop tôt pour moi, je pense que pas beaucoup de gens non plus. Enfin, moins de gens auraient regardé quoi qu'il arrive, et puis honnêtement, oui, il était trop tôt pour moi.
Euh, j'ai un temps de démarrage le matin, donc voilà, j'ai juste regardé avec mes yeux un peu, oh, ça décolle. Et du coup, c'était intéressant à voir. C'est techniquement d'ailleurs la fusée la plus puissante qui existe à l'heure actuelle en fonctionnement. Pas la plus puissante qui ait jamais volé, parce que techniquement, il me semble que la N1 de l'URSS était plus puissante. Mais dans tous les cas, c'est la fusée actuelle en service la plus puissante. Donc elle dépasse la Falcon Heavy. Et du coup, elle permettra à tout simplement la NASA de remettre l'homme sur la Lune. Et aussi, certainement, enfin, ça dépend s'ils ont le budget, mais ils peuvent aussi lancer d'autres choses avec. Et notamment, ils avaient prévu de faire d'autres missions. Peut-être, s'il y a besoin de lancer un nouveau, je sais pas moi, un nouveau observatoire dans l'espace, euh, eh bien, ils peuvent le lancer avec ça parce qu'ils peuvent lancer une énorme charge avec cette fusée, forcément. Ça semble logique. Mais bon, dans tous les cas, jusqu'à maintenant, c'est juste utilisé avec la capsule Orion qui est juste au-dessus, qui est une capsule en partie développée avec l'agence européenne d'ailleurs. Ça, c'est plutôt cool. Et cette capsule est vide, évidemment, là, mais elle est déjà d'ailleurs, du coup, partie vers la Lune. Et elle va avoir une orbite autour de la Lune. Elle va rester là pendant je ne sais combien de jours. Et puis, elle va revenir sur Terre pour prouver que elle sait faire cette mission-là. Parce que le but, je vous rappelle ici, de la NASA, c'est tout simplement... Ah oui, le raccourci clavier change d'onglet aussi. Il faudrait que je fixe ça. C'est pas très pratique. Dans tous les cas, le but de la NASA, c'est du coup de lancer la capsule avec des personnes à bord. Ils vont jusqu'à l'orbite de la Lune, qui est une orbite un peu spéciale d'ailleurs. C'est une orbite où ils vont vers l'un des pôles de la Lune. Ils tournent, genre ils se rapprochent énormément d'un des pôles et puis ils sont très loin de la Lune à un moment, et puis ils rapprochent très proche du pôle, et puis ils sont encore à nouveau très loin. Et c'est fait justement pour être très proche de ce pôle-là, où ils veulent faire une base lunaire à terme. Et du coup, pendant qu'ils sont en orbite autour de la Lune, ils changent, ils vont dans le futur, le futur Starship de SpaceX version lunaire. Et puis ils atterrissent sur la surface de la Lune, ils font des expériences, ils sautent sur la surface de la Lune en mode poup, 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 c'est génial. Ils remontent en orbite, ils revont dans la capsule Orion et puis ils retournent sur Terre avec la capsule. Et puis la capsule évidemment atterrit sur Terre. Donc ça c'est le profil de mission classique, basiquement, très résumé. Et donc là ils vont le faire avec cette capsule vide. Elle va faire le tour, elle va revenir toute seule. Et ils vont voir si tout va bien, s'il y a des problèmes, ce qui est logique. Du coup, la prochaine mission, il me semble, aura déjà des personnes dans la capsule, mais c'est pas avant un petit moment. Ils vont pas en lancer très souvent ces fusées SLS, donc elles coûtent aussi extrêmement cher. Surtout quand ils annulent le lancement 5 fois, il me semble. Combien de fois ils doivent annuler? C'est abusé. Donc, ouais, on verra bien. En attendant, du coup, SLS a lancé avant Starship de SpaceX. Et ça, il y avait un petit peu de gens qui prenaient des paris. Donc maintenant, on a la réponse. Ensuite, nous avons une update par rapport à la semaine dernière. Donc, j'ai parlé justement des découvertes d'NVIDIA, mais aussi de Gamer Nexus sur le connecteur 12 pins d'alimentation PCI Express, qui est aussi appelé connecteur 16 pins d'ailleurs, puisqu'il y a 4 pins de données dessus. Il y a des gens qui ont émis des doutes sur l'enquête NVIDIA, et ça, honnêtement, je vous comprends. Quand vous avez des marques qui enquêtent sur des choses qui sont en partie responsables, il y a toujours prendre des petites pincettes et être en mode est-ce que vous avez vraiment enquêté correctement ou est-ce que vous essayez de trouver un bouc émissaire au problème. Après, et je rappelle, Gamer Nexus ont fait leur propre enquête eux-mêmes. Ils ont fait tous des tests. Ils ont envoyé le câble à des laboratoires qui ont littéralement fait des coupes transversales du câble pour voir ce qui se passait et tout ça, et ils ont trouvé la même conclusion. Après, et ils le disent, c'est que même si la faute est sur les utilisateurs pour ces débuts d'incendie, il y a un problème aussi de design sur le connecteur. C'est pas normal qu'un connecteur est designé au point même qu'il y a un doute sur le fait qu'il soit branché correctement. Ils auraient dû designer un connecteur que vous le branchez, vous êtes sûr qu'il y a un bon clic, ou en tout cas, c'est facile de voir si le connecteur est cliqué en place. Donc, il y a déjà NVIDIA qui travaille avec le consortium derrière, justement, le format ATX. Il faut aussi rappeler que c'est techniquement Intel qui a développé ce connecteur. Et eux, ils sont en mode « Ah, on n'a rien fait !» Donc, ils sont en train de redesigner le connecteur pour qu'il soit un peu plus fail-proof. Mais, yep, c'est pas 100% garanti. Et du coup, je vous invite vraiment à aller voir les 2 vidéos de Gamer Nexus si vous le pouvez, c'est en anglais toutefois,
Mais, yep, réellement, même si vous doutez d'NVIDIA, sur l'enquête d'NVIDIA, eux, ils ont fait l'enquête eux-mêmes et ils ont trouvé que oui, le problème vient souvent d'une mauvaise installation, ou il peut aussi venir, ils n'ont trouvé que s'il y a des résidus qui sont restés dans le connecteur. Mais ces résidus aussi peuvent être créés si vous débranchez et rebranchez l'adaptateur en réalité. Et aussi, Gamer Nexus, c'est très important. On trouvait que ce problème pouvait arriver avec n'importe quel connecteur 12 pins ou 16 pins qui existe sur le marché. Donc même ceux de, de revendeurs tierces comme Cable Mod ou Suite Corsair que j'utilise dans ma config actuelle, qui est directement branché dans l'alimentation, lui aussi, si vous le branchez mal, peut avoir exactement le même problème. Donc ça aussi, il faut en tenir compte. Mais bon, encore une fois, selon moi, Nvidia a juste fait un mauvais travail de design, ou en tout cas Intel, Nvidia, tous les acteurs qui étaient derrière pour designer ce connecteur. Pour moi, ils auraient dû le rendre genre noob-proof. Tout est noob-proof dans un PC. C'est ça que je comprends pas. Genre vraiment, il y a beaucoup de trucs dans un PC. C'est impossible de se tromper. Et si c'est mal connecté, il y a toujours quelque chose qui vous dit que c'est mal connecté. Donc moi, selon moi, un truc qu'ils pourraient tout simplement faire pour ce connecteur, ou en tout cas qu'ils auraient dû faire, c'est que ils auraient dû faire un truc qui fait en sorte que s'il n'est pas tout à fait... Par exemple, les pins de données, peut-être que s'ils sont pas... si le connecteur n'est pas tout à fait à fond dedans, les pins de données peut-être ne touchent pas et du coup, la carte graphique s'est deviné que c'est mal connecté en fait. Ils auraient dû faire un truc similaire à ça en fait. Euh, ou peut-être faire un truc avec un meilleur clip, un meilleur clips qui fait clairement du bruit quand ça se clipse en place. Ou peut-être 2 clips plutôt qu'un seul au milieu. S'il y en avait 2 de chaque côté et que c'était facile pour l'utilisateur de voir si son clip est en place, ben, ce ne serait pas arrivé. Donc il y a plein de façons de mieux le designer honnêtement. Le connecteur 8 pin ou 6 pin que vous avez actuellement sur la plupart des alimentations, techniquement on peut souffrir du même problème, il faut le savoir. Et il y avait réellement des problèmes avec ce connecteur-là aussi, hein, ces deux connecteurs-là, il faut le savoir. Parce qu'il y avait des gens qui les branchaient mal aussi. C'est juste que comme ils étaient beaucoup plus gros, c'était beaucoup plus facile de voir s'il était bien branché, je pense. Alors que le connecteur 12 pins est un peu petit. Des fois, ça se joue à 1 millimètre, comme ils l'ont montré dans leur vidéo Gamer Nexus. Donc, c'est ça le problème, en fait. Donc, ce sera redesigné. Ou sinon, nous avons aussi les processeurs AMD qui continuent de baisser de prix. Vous avez notamment le 7950X qui a descendu aux États-Unis à 549 $. C'est une sacrée réduction. En Europe, bon, on n'est pas à une aussi grosse réduction. Donc là, je suis sur PC Part Picker, le site que j'utilise souvent pour comparer les prix. Je ne suis pas sponsorisé par eux, je tiens à le préciser. Et comme vous pouvez voir, le 7600X notamment, on est en Allemagne ici, c'est là où j'ai vu les prix les plus bas en Europe. Je vous mets en plus gros. Il a 279 €. Genre, c'est vraiment une sacrée réduction. Et alors, évidemment, c'est genre, oui, Mindfactory, mais même sur des sites comme, je sais pas moi, Caseking, il est à 292 €. Donc, il est beaucoup moins cher que ce qu'il était là depuis sa sortie. Et le 7950X, lui aussi, a diminué de prix. Donc, par exemple, là, si on regarde sur Amazon DE, il est à 655 €. Donc, encore une fois, moins cher. Et pour comparer justement un petit peu à Intel, on va aller voir. Toujours en Allemagne, ce qui est souvent le moins cher, le 13600 KF est à 352 € et le 13900 KF est à 709 €. Donc là, encore une fois, du coup, AMD a placé leur prix en dessous de ce que fait Intel, ce qui est évidemment judicieux. Alors pour le 13900 KF et le 7950X, en réalité, je trouve qu'il y a moins de différence entre eux, même si clairement le 13900K ou le KF est plus puissant en multicœur. Mais pour le 13600K, par contre, c'est là où il y a la plus grosse différence. Parce que le 13600K a techniquement 14 cœurs et le 7600X a seulement 6 cœurs. Du coup, ça fait une énorme différence dans les tâches qui utilisent tous ces cœurs-là. Au point même que le 13600K dépasse même un 7700X. Donc, c'est là où, selon moi, AMD a le plus gros problème à l'heure actuelle. C'est que même à ce prix-là de 279 €, si vous arrivez à le trouver à 279 €, avec le prix de les cartes mères, le prix de la DDR5, il n'est pas encore exactement... Il n'en vaut toujours pas exactement la peine. Il faut une diminution des prix des cartes mères. Donc, si quelqu'un de chez AMD regarde, à mon avis, pas du tout, baissez les prix des cartes mères parce que là, c'est abusé, franchement. Surtout les modèles non E qui n'ont pas le support du PCI Express 5.0.
ils sont toujours vendus hyper cher. Genre, il y a aucun sens là-dessus. Je ne comprends pas qui a décidé des prix. Genre, vous avez une X670E avec gestion du PCI Express 5.0, plus de 300 € facilement. Et puis vous avez la version non E qui est censée être moins chère, 300 € aussi, de toute façon. Donc vous êtes en mode, hein? Genre le support du PCI Express 5.0 requiert des tracés sur la carte mère beaucoup plus précis. Et genre, c'est vraiment plus dur de fabriquer une carte mère qui supporte le PCI Express 5.0. Et pourtant, la version qui ne le supporte pas est toujours aussi chère. Donc je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas si c'est le chipset qui est cher. Je ne sais pas si c'est les constructeurs de cartes mères qui justifient l'énorme prix parce que oh, bah, c'est dur de les fabriquer peut-être. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais il y a quelqu'un qui doit faire des efforts parce que là, bah, ils vont pas faire de vente tout simplement. Donc si on pouvait avoir des cartes mères, je pense, en B650 non E à 150 € déjà, ce serait déjà une sacrée upgrade. Et ce serait pas si impossible que ça, parce que le B650 non E ne supporte pas le PCI Express 5.0. Il supporte la DDR5 évidemment, et ça rajoute du coût par rapport au B550. Mais je pense qu'il y a moyen de descendre jusqu'à 150 €. Parce qu'il y a certaines cartes mères en B660 qui supportent la DDR5 qui sont à 150 €. Donc, si c'est possible de le faire pour Intel, pourquoi c'est pas possible de le faire pour AMD, n'est-ce pas? Donc, je pense que là, il y a certaines marques qui peut-être ne veulent pas trop absorber aussi les coûts du fait que l'euro est beaucoup moins intéressant que le dollar en ce moment, et ça fait augmenter les prix en Europe, évidemment. Et les cartes mères B660 étaient déjà sorties. Et en général, quand un produit était déjà sorti et que du coup l'euro diminue par rapport au dollar, les prix des fois ne varient pas énormément parce que les constructeurs ne changent pas trop le prix en fait. C'est un peu trop d'embêtement et tout ça. Mais quand vous avez un nouveau produit qui sort par contre, ben, ils tiennent compte évidemment du nouveau taux de change et là ils sont en mode oh bah non, on va devoir le mettre plus cher. Un petit peu comme a fait Apple avec leur iPhone 14 qui est beaucoup plus cher que les iPhone 13, mais les iPhone 13 sont restés à peu près au même prix. Du coup, ben, ça vaut juste pas la peine de prendre un iPhone 14. Vous pouvez juste prendre un iPhone 13. Le plus ridicule, c'est l'iPhone 14 Plus qui coûte le prix d'un iPhone 13 Pro Max et qui a le même processeur et qui est moins intéressant parce qu'il n'a pas autant de caméras et tout ça. Donc, enfin bref, je m'écarte. Dans tous les cas, il faut un effort sur les cartes mères et là, ça deviendra intéressant. Mais en attendant, je vous référence encore mon guide d'achat CPU que j'ai fait il n'y a pas si longtemps. Il est toujours d'actualité. Même avec cette baisse de prix, le meilleur processeur que vous pouvez prendre, c'est le 13600K. Ou la version F éventuellement. Et puis vous avez quelques autres processeurs assez intéressants entre 100 et 200 €. Genre vraiment au niveau processeur, on est assez gâté ces derniers temps. C'est les cartes graphiques où il y a encore des problèmes. Ensuite, nous avons une news au niveau écran et vous avez MSI et LG qui ont annoncé des écrans. Donc en réalité, c'est LG a fait quelques dalles pour des écrans gaming et maintenant vous avez différents constructeurs qui commencent à les faire. Donc c'était Corsair en premier, maintenant vous avez MSI. Donc notamment vous avez un ultra wide à 240 Hz en OLED. Et c'est du coup la version qu'on avait vue chez Corsair, mais non pliable. Ici, elle est déjà pliée en quelque sorte. Et c'est la version 45 pouces. Et c'est un 3440 par 1440 pixels, ce qui est un peu dommage au niveau de la densité de pixels. Moi, j'aimerais bien un 34 pouces avec cette résolution-là, ou peut-être pour le 45 pouces, ils auraient dû faire un ultra-wide 4K en fait. Donc, il aurait dû faire 3000... Non, il aurait dû faire 2160 pixels de haut. Mais en largeur, il aurait dû être plus large que du 4K, donc il aurait dû faire genre, il me semble 5000 pixels, quelque chose comme ça, de large. Donc un ultra-wide 4K, basiquement. C'est ce qu'ils auraient dû faire. Vous avez aussi un autre écran qui a été annoncé. C'est un 49 pouces qui, du coup, serait avec une dalle QD OLED. Donc là, c'est pas une dalle OLED de chez LG, là, c'est chez Samsung maintenant. Et du coup, celui-là, ce serait basiquement deux écrans 27 pouces l'un à côté de l'autre. Si je me souviens bien, ça donne à peu près ça, le 49 pouces. Et donc, c'est du 1440p, il me semble. Donc, c'est 2 fois 1440p. Donc, c'est un petit peu comme l'Odyssey G9. Vraiment. C'est très similaire à ça. Donc, ouais. Je trouve ça intéressant qu'on ait de plus en plus d'écrans OLED. J'attends par contre qu'ils soient un peu plus abordables parce que ils sont un peu chers. Mais plus on a d'écrans OLED, plus mieux c'est parce que ça va améliorer davantage la technologie pour tout ce qui est gaming et tout. Et les écrans OLED sont vraiment supérieurs pour le gaming, il faut le savoir. Donc, yep. Ils ont toutefois toujours le problème de burn-in. Donc, faites attention à ça.
Il y avait aussi un OLED en 27 pouces d'ailleurs, oui, j'avais oublié, qui fait de 2560 pixels par 1440, donc un 1440p. Ça, il peut être intéressant pour beaucoup de gens. Après, encore une fois, il sera plus cher qu'un 27 pouces classique 1440p avec une dalle LCD classique. Et justement, LG a annoncé l'écran OLED de 27 pouces qu'ils vont faire eux-mêmes. Donc, en plus de le trouver chez certains revendeurs, parce que je vous rappelle, LG fabrique leur propre dalle, comme Samsung et tout ça. Donc, des fois, vous allez voir des écrans ou des dalles Samsung, vous allez les voir dans d'autres marques. Donc, un écran Asus, MSI, Gigabyte ou autre. Mais là, c'est la même chose. LG va faire un écran 27 pouces OLED. Du coup, il sera jusqu'à 240 Hz et ce sera du 1440p, ce qui semble assez logique. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Apparemment, il va coûter 999 $. Donc oui, plus cher, beaucoup plus cher qu'un écran 27 pouces 1440p classique. Genre les bons. Vous pouvez en avoir pour vraiment pas cher, mais les bons sont à, je dirais, 400 voire 500 €. Et ça, c'est vraiment les très bons avec des très bonnes dalles. Donc là, ça fait pratiquement x2 en fait. Donc pas forcément justifiable, je pense. Ensuite, on a une news au niveau de The Witcher 3 dans sa complete edition qui va sortir très bientôt, c'est au mois de décembre. Et du coup, c'est la version qui inclut aussi le patch Next Gen qui est inclus gratuitement avec le jeu, donc ça c'est plutôt cool. Mais la raison pour laquelle j'en parle, c'est que ça va inclure un mode FSR 2 en plus du mode DLSS. Donc c'est un petit peu ce qu'ils ont fait avec Cyberpunk. Ils ont rajouté le DLSS et FSR aussi. Donc là, vous avez le choix, ou si vous avez une carte Nvidia, ou alors si vous avez une carte AMD, vous avez FSR qui vous permet d'avoir un boost de performance aussi. Donc c'est vraiment génial de voir de plus en plus de jeux qui supportent déjà les deux, mais aussi qui supportent FSR 2. Je le redis encore une fois, mais selon moi, FSR 2 est juste plus intéressant en fait. Oui, DLSS peut dans certains cas donner une meilleure qualité, mais le truc c'est que FSR 2 est beaucoup plus facile à implémenter et genre disponible sur beaucoup plus de cartes graphiques et c'est ça surtout qui est le plus important parce que ça supporte les cartes graphiques Nvidia, Intel et AMD et du coup le parc de machines que vous avez derrière. Si vous êtes développeur, et ça il faut en tenir compte toujours, un développeur quand il a la possibilité de rajouter une nouvelle fonctionnalité, il regarde est-ce que ça en vaut la peine. Si je rajoute ça, combien de personnes vont l'utiliser? Et du coup, si vous développez un jeu et que vous voulez rajouter DLSS, vous regardez, il y a un parc de machines, mais il n'est pas énorme, parce que ça supporte que les RTX. Et oui, il y a quand même beaucoup de RTX qui sont vendus dans le monde, mais il y a encore beaucoup de GTX 1060, 2080, il y a beaucoup d'RX 570, 580 d'AMD. Et du coup, en fait, quand vous regardez le marché, vous dites, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Maintenant, vous regardez FSR 2, le marché est beaucoup plus important. Vous avez les RX 570, 580, vous avez les GTX, toutes les GTX 1060, 1080, 1070 et tout. Il y en a énormément sur le marché. Et vous avez toutes les RTX aussi qui sont supportées. Et toutes les cartes graphiques modernes AMD. Donc quand vous regardez en tant que développeur, peu importe la difficulté de l'un ou l'autre, et FSR est plus facile à implémenter, vous prenez juste FSR en fait. Si vous avez des ressources limitées en tout cas. Donc là, CD Projekt a un peu plus de ressources, donc ils ont mis les deux. Aussi, CD Projekt semble être... ils ont beaucoup travaillé avec Nvidia sur Cyberpunk, donc je suppose qu'ils ont une relation particulière avec Nvidia. Mais ils savent très bien que FSR est une technologie qui a plus d'avenir, selon moi. Donc c'est pour ça certainement qu'ils l'ont rajouté aussi. C'est de la bonne chose à faire. Les deux, rajouter les deux, c'est le mieux. Mais évidemment, tout le monde ne peut pas le faire. Tous les développeurs ne peuvent pas le faire. Donc si vous êtes développeur, vous regardez cette vidéo, honnêtement, moi je vous dirais plutôt mettre FSR. C'est juste le choix le plus logique. Même si c'est un peu moins bon au niveau qualité, ça reste toujours très très bon. Ça permet de booster les performances, beaucoup plus facile à implémenter, et le parc de machines est plus important. Donc, yep, il y a juste pas de... Pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus. Ensuite, nous avons Intel qui fait des DLC pour CPU. Et en réalité, ils avaient déjà fait ça par le passé, mais ils continuent de le faire, et je trouve ça très déconnecté de la réalité. Mais bon, du coup, comment ça marche? Basiquement, Intel vous vend un CPU avec une fonctionnalité hardware déjà sur le CPU. Un peu comme BMW avec les sièges chauffants. Ils vendent déjà la voiture avec le siège chauffant. Ok. Donc là, vous avez le CPU avec déjà le hardware pour faire ça. Et puis après, si vous voulez avoir le droit, que dis-je, l'honneur d'utiliser cette fonctionnalité, vous devez payer en plus. Donc soit vous payez dès le début, plus, ou soit vous payez plus tard. Alors,
Il y a deux façons de le voir. Si vous faites l'avocat du diable, vous pouvez vous dire: «Ah, mais je peux acheter le CPU pour moins cher et plus tard, si j'ai besoin de la fonctionnalité, je peux toujours la payer et du coup, ça me permet d'être un peu plus modulaire». Et puis vous avez l'autre façon de le voir, c'est que c'est basiquement un DLC pour un truc hardware et je trouve, moi personnellement, je n'aime vraiment pas ça. Aussi, quelle est la garantie que le CPU est vraiment moins cher? Genre, ils disent qu'il est moins cher, mais est-ce qu'il est vraiment moins cher parce qu'ils ont fait un DLC au niveau de la fonctionnalité? On l'a déjà vu avec la plupart des jeux vidéo et c'est pour ça que je suis assez, euh, on va dire, méfiant là-dessus. C'est que les jeux vidéo, ils nous ont fait un peu les mêmes promesses, certains développeurs en mode: «Oh non, mais non, c'est juste cosmétique» et puis finalement, il y a des DLC qui n'étaient pas cosmétiques et puis, il y a certains jeux, vous avez vraiment l'impression qu'ils ont enlevé des fonctionnalités du jeu principal pour faire des DLC avec et du coup, vous achetez juste un jeu 80 terminé et puis vous devez acheter les DLC pour finir les 20. Donc pour moi, c'est la même chose. Même s'ils promettent d'être moins chers, je reste assez méfiant. Mais il y a l'autre façon de le voir aussi, l'avocat du diable, comme je dis, en mode: «Ah, ben je peux upgrade plus tard. Ou je peux juste l'utiliser pendant quelques mois et puis plus payer la licence si c'est par mois». Non, il me semble que c'est juste. Alors, vous avez plusieurs modèles. Vous avez un modèle selon ce que vous consommez apparemment, et puis un modèle, vous l'activez une fois, puis c'est activé, et puis voilà. Mais bon, moi j'aime vraiment pas ça. Ah, et ça semble logique, c'est sur leur nouveau processeur Xeon hein, qu'ils ont cette fonctionnalité-là. C'est pas sur des CPU, c'est pas sur des Core i7 ou autre chose. Hein. C'est seulement sur des processeurs Xeon professionnels. Mais bon, Intel a énormément de concurrence avec AMD, parce qu'AMD a annoncé notamment des processeurs 96 cœurs, donc ils ont une énorme concurrence, et puis ils continuent de faire des choses comme ça. Je suis en mode, ah, Intel, vous devriez offrir de la valeur à vos clients, parce que là, les clients, ils vont juste regarder AMD, ils vont être en mode, oh, AMD, ils font beaucoup mieux pour le même prix. Ensuite, nous avons une news comme quoi Intel et Nvidia prépareraient de nouveaux ordinateurs portables pour le CES 2023. Donc le CES 2023, je vous rappelle, c'est le Consumer Electronics Show de Las Vegas, qui sera début janvier. Et du coup, comme les autres années en réalité, de l'année dernière déjà, ou plutôt cette année-ci, en janvier, nous avions eu le refresh de carte graphique, notamment nous avions eu des 3070 Ti, tout ça, dans les ordinateurs portables. Du côté d'AMD aussi, ils avaient sorti les 6800, je sais plus quoi. Donc il y avait eu des refresh. Et aussi l'année encore avant, du coup début 2021, nous avions eu les premiers laptops avec des RTX 3000 mobiles. Donc visiblement, la période de refresh des laptops semble être toujours début d'année, ce qui est un petit peu bizarre. Mais bon, du coup, nous aurions certainement des annonces de laptops avec des CPU de 13e génération d'Intel avec des RTX 4000 mobiles. Ce qui devrait être plutôt intéressant parce que notamment les 4000, alors évidemment la RTX 4090, très chère, consomme énormément, mais un truc qu'il faut tenir compte, c'est qu'elle est beaucoup plus efficace au niveau énergétique que les autres cartes graphiques sur le marché parce qu'elle est gravée en 4 nanomètres ou techniquement 5 nanomètres. Donc en vrai, si vous bloquez le FPS à 60 FPS dans un jeu, la 4090 consommera moins qu'une 3060 même. Parce qu'elle est beaucoup plus efficace au niveau énergétique. Et ça, pour les ordi portables, très important évidemment, parce que vous êtes limité par le refroidissement, vous êtes limité par la consommation. Donc on ne sait pas trop ce que ça va donner. Là, il y a des supposés, vous voyez, il y a des chiffres supposés de performance selon. Il y a des gens qui sont amusés en fait à limiter une 4090 en consommation et ils l'ont limité jusqu'à, il me semble, 170 watts, ce qui est à peu près le modèle le plus haut de gamme de carte graphique mobile qu'ils font aussi sur ordinateur portable. Donc la 3080 Ti mobile monte jusqu'à 170 watts. Donc ils ont fait la même limitation pour voir ce qu'elle donnait comme performance. Et du coup, c'est le genre de chiffre qu'ils ont. Donc un bon gain, non négligeable évidemment. Après, bien sûr, il faudra voir les prix, parce que là, c'est toujours l'interrogation. Parce que si les prix augmentent, et c'est ce qu'ils ont fait avec les RTX 4000 au niveau PC fixe, bah, honnêtement, moi je dirais toujours prendre des laptops avec des RTX 3000, hein, parce que sont toujours très bons en fait. Vous avez des laptops notamment, j'en ai montré un. Pendant le Black Friday, il y en avait un avec une RTX 3070 qui était à 1 200 €. Ça reste un investissement, mais 1 200 € et c'était un modèle 150 ou 140 watts d'une 3070. Donc c'était un bon modèle en fait. C'était pas un dégueulasse. Donc, et c'était un Legion 5 de chez Lenovo, c'est des assez bons ordi portables. Donc pour moi, je pense qu'en fait, le grand intérêt de tout ça, c'est que quand ces nouveaux ordinateurs vont sortir, ça va
baisser les prix des laptops existants et vous allez avoir des plutôt belles promotions et tout ça dessus. Donc ça peut valoir la peine. J'ai une vidéo de prévue d'ailleurs qui devrait sortir semaine prochaine si je la finis à temps sur justement un peu comment choisir votre CPU mobile pour ordinateur portable. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée ni rien, je tiens à le préciser. C'est vraiment genre, j'ai regardé au CPU mobile AMD, CPU mobile Intel, et je fais une conclusion selon les performances que j'ai pu voir moi-même sur notamment comment il s'appelle déjà? Le ROG Flow X16, oui, que j'ai acheté, que c'est mon ordinateur principal. Et j'ai aussi eu des ordinateurs avec des processeurs Intel avec des cartes graphiques similaires. Donc j'ai pu faire des comparaisons afin de voir ce que ça donne. Donc même s'il y a ces nouveaux ordinateurs portables, cette vidéo qui sortira la semaine prochaine devrait pouvoir vous aider à choisir selon les promotions, parce qu'il va certainement en avoir d'autres, mais vous pourrez mieux choisir un ordinateur basé selon vos besoins en fait. Ensuite, nous avons une marque qui s'appelle Bixby. 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 Bref, ils font un truc qui est un peu overkill, mais honnêtement, que je trouve intéressant. C'est un système de refroidissement liquide externe. Donc le but, c'est, vous avez cette énorme boîte, c'est basiquement un boîtier avec des ventilateurs, un radiateur, une pompe, un réservoir. Vous avez 2 tubes qui sortent, vous branchez ça dans votre PC, un système de refroidissement liquide existant, et comme ça, le refroidissement se fait dans cette boîte externe. Donc le but, c'est plus pour les serveurs, évidemment. Vous pourrez le mettre à côté d'un serveur et refroidir comme ça. Mais un truc que je vois aussi, un truc que j'ai voulu faire notamment, ou que je suis en train de planifier, mais j'ai mon PC là. Le problème, c'est que mon PC, il est là. Donc quand je joue à un jeu, ça chauffe, la chaleur finit dans la pièce ici. Et comme la pièce est très bien isolée pour éviter qu'il y ait trop de son aussi, comme ça, je peux faire une vidéo et je peux gueuler, je ne dérange personne. Mais ça veut dire que cette isolation garde la chaleur aussi. Eh bien, en été, je meurs de chaud, basiquement. Vraiment, je meurs de chaud. Donc, un truc que j'avais pensé, c'est 2 solutions. Soit je prends le PC et je le mets en dehors de la pièce. OK. Ça a ses problèmes. Notamment, il faut amener un câble. Il va falloir utiliser des câbles optiques pour les écrans, pour même l'USB, pour qu'il n'y ait pas trop de problèmes de distance. Donc ça va coûter cher en boîtier de conversion, câble optique et tout ça. Ou alors, autre solution, je mets le système de refroidissement dans une autre pièce. Donc, par exemple, il y a un mur là, il y a une pièce derrière. Du coup, je fais 2 trous et je fais passer 2 tuyaux de refroidissement liquide. Et du coup, le PC est toujours là, mais tous les radiateurs et tout ça, la pompe même, le réservoir, sont de l'autre côté du mur. Et du coup, je mets aussi des quick disconnect, donc ce sont des trucs qui permettent de déconnecter un tube de water cooling. Il y a un petit peu d'eau des fois qui peut tomber, genre une goutte d'eau, autre chose, mais ça va quoi. Et ça vous permet, hop, vous déconnecter. Et genre, je peux toujours prendre le PC, faire de la maintenance dessus, puis le remettre là, puis reconnecter quoi. Et si je fais la même chose de l'autre côté du mur, le système de refroidissement, si je peux aussi le déconnecter des câbles qui sont dans le mur, je peux toujours le mettre à côté du PC pendant que je fais de la maintenance et toujours tester, voir si tout fonctionne. Et ça, c'est un peu le même système en fait. C'est un boîtier externe avec des tubes, donc je préfère ça avec ça en fait. Le prix n'est pas si abusé en plus. Alors, du coup, il est juste disponible au Japon pour le moment et ce serait 525 $. Vous allez me dire, oh, c'est beaucoup. Oui, mais vous avez basiquement 3 radiateurs 360 mm, vous avez une pompe, vous avez un réservoir, vous avez tout le système et tout ça, et vous avez aussi un système pour l'alimenter. C'est raisonnable en fait, 525 $. Vraiment. Si vous devriez le faire vous-même avec des pièces juste que vous achetez comme ça vous coûtera à peu près le même prix en vrai. Donc, plutôt intéressant. J'hésite encore entre les 2 solutions. L'avantage de la solution du radiateur dans l'autre pièce qui est à côté, c'est une salle de bain. Donc ça se chaufferait la salle de bain, ce qui n'est pas plus mal, parce que une salle de bain, c'est une des pièces qui est censée être les plus chaudes, parce que vous sortez littéralement tout nu de votre douche, donc vous avez envie qu'il fasse pas froid. Hein. Donc c'est une des pièces qui profite le plus à être chauffée. Et puis quand personne l'utilise, la porte est ouverte et la chaleur part dans le reste de la maison. Donc ça c'est toujours avantageux. Et du coup, ouais, c'est le plus intéressant. Mais mettre le PC en dehors de la pièce aussi permettrait d'éviter tout bruit. Même, par exemple, le call wine. Quand vous avez une carte graphique qui fonctionne, toutes les cartes graphiques modernes, vous avez du call wine. Donc, quand elle fonctionne à plein régime, vous allez entendre les tâches d'alimentation qui fait... Genre, il fait un petit bruit, un petit sifflement, qui peut être assez embêtant sur certaines cartes. Donc, si je mets le PC en dehors de la pièce,
c'est encore plus silencieux. Il y a encore moins de chaleur parce que j'aurai toujours l'alimentation, notamment du PC, qui fonctionne et qui fait un peu de chaleur. Donc, je débat l'idée, je sais pas trop. Euh, Qu'en pensez-vous? Laquelle solution je devrais faire? Le refroidissement externe de l'autre côté du mur ou virer le PC de la pièce? Si je vire le PC de la pièce, par contre, j'aurai un vide là, donc je pense que je vais. C'est ça aussi que j'ai réfléchi. Si je vire le PC de la pièce, un truc que je ferais, c'est peut-être un faux PC. Genre vraiment, je réutilise des vieilles pièces que j'ai et tout ça, et je fais un faux PC qui est joli à regarder, mais en fait, il n'y a rien dedans. Genre, il n'y a pas de processeur, il n'y a rien. La RAM, c'est juste de la fausse RAM RGB, il y en existe. Vous pouvez acheter des fausses barres de RAM. La carte mère, c'est aussi bien une carte mère qui fonctionne pas. Genre, je prends que des trucs qui fonctionnent pas, mais qui ont l'air cool, en fait. Et du coup, quand les gens regardent, ils sont en mode, oh, c'est un beau PC, il a l'air puissant. Et en fait, c'est rien. Genre, le truc, il fonctionne même pas, en fait. Donc, ouais. J'hésite. Qu'en pensez-vous de ça? Je pense que ça peut être aussi sympathique à regarder. Euh, En plus, j'ai même une RTX 2080 Ti qui est morte parce que j'avais une Founder Edition que j'avais eue et elle avait eu le problème des puces de mémoire qui avait fait que malheureusement elle ne fonctionnait plus. Et du coup, vous pouvez toujours l'utiliser en 2D, je crois, mais pas très utile une RTX 2080 Ti en 2D. Du coup, je pourrais même utiliser une carte graphique et donner l'impression qu'il y a une carte graphique dans le PC et tout, quoi. J'ai aussi une carte mère en vrai. Processeur, j'en ai pas besoin. J'ai un waterblock que je pourrais mettre qui donnerait l'impression que c'est genre water coolé. Et la RAM, il y a des fausses barres de RAM RGB, comme j'ai dit, qui existent, que vous pouvez acheter. Il faudrait que j'en trouve qui ont le câble d'alimentation, ça n'utilise pas l'alimentation du slot. Il faudrait qu'il y ait des câbles qui sortent de la barrette. Comme ça, je pourrais les alimenter sans même que la carte mère fonctionne. Et du coup, pour ceux qui se demandent, mais comment tu fais tout fonctionner, du coup, le RGB et tout? Ben, vous mettez une alimentation avec un câble 24 pins spécial. En gros, ça fait allumer l'alimentation automatiquement. Et du coup, j'aurais juste à allumer derrière, j'aurais l'interrupteur. J'allume l'interrupteur et le PC, en quelque sorte, s'allumerait, quoi. Ça fonctionnerait. Mais bon, c'est soit ça, soit mettre le refroidissement de l'autre côté du mur. Mais de l'autre côté du mur, c'est un peu plus. Comment dire? Ben, ça fait des trous dans le mur, quoi. Donc, c'est pas idéal non plus, quoi. Donc, j'hésite encore. Dites-moi ce que vous en pensez. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce texte à match aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser votre avis que ce soit en pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser votre avis que ce soit en pouce rouge. Si vous avez des sentiments plus complexes, vous pouvez laisser un commentaire. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!